Entre l'annonce de la découverte de nouvelles lunes autour de Jupiter, d'un lanceur japonais mélangeant les avantages du Starship et de Neutron, un vol martien et les débuts d'Artemis 2, et après, on ne peut pas dire que la semaine spatiale fut vide d'actualités intéressantes. Alors, si un petit tour des actualités spatiales importantes de cette semaine vous intéresse, restez ici, on fait le point. Pour commencer, je vous propose quelque chose qui est désormais un classique. Ce 4 février, le petit hélicoptère martien Ingenuity réalisait son 42e vol sur une longueur de 250 mètres parcourue en un peu plus de 2 minutes. Voici d'ailleurs une photo prise par sa caméra quelques jours avant le vol. Mais assez parlé de Mars, car l'une des actualités majeures de la semaine nous venait, une fois n'est pas coutume, de Jupiter. On apprenait en effet début février la découverte de 12 lunes autour de la planète, portant ainsi le total à 92 lunes connues. Avec ces 92 lunes, elle reprend ainsi la première place des planètes avec le plus grand nombre de satellites à Saturne, qui en comptabilise 83. Néanmoins, et même si elle est très excitante, mais on va en reparler, il faut aussi la relativiser. On parle ici de satellites naturels, oui, mais de quelques centaines de mètres à 8 km pour les plus grands tout au plus. En fait, l'écrasante majorité des 92 lunes de Jupiter sont des astéroïdes capturés par la planète ou formés autour, plutôt que des lunes suffisamment grandes pour être considérées en tant que telles. En tant que telles quoi? Dans les lunes majeures, il n'y a en fait qu'Europe, Ganymède, Io et Callisto. Je disais l'écrasante majorité, car une partie des lunes nouvellement découvertes, entre autres, semblent aussi s'être formées autour de Jupiter si on en croit leur orbite peu cohérente avec une capture. Elles n'ont, tout simplement, pas eu la chance d'évoluer en lune majeure ou de s'écraser sur une d'elles, et font ainsi partie d'un cortège de plus petites lunes, cortège qui est assez courant autour de géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. D'ailleurs, Saturne pourrait très bientôt reprendre la première place, puisque plusieurs satellites candidats attendent encore leur confirmation. Mais bref. Notez aussi que ce type de satellite se trouve aussi autour de Neptune et Uranus, mais de par leur grande distance et la petite taille de ces semi-astéroïdes, elles sont très difficiles à découvrir. Pour s'assurer qu'un objet est un satellite d'une planète, la meilleure méthode consiste à l'observer régulièrement sur une période d'1 an et ainsi s'assurer qu'il fasse bien le tour de la planète. Or, dans le cas des satellites découverts ici, les plus éloignés font le tour de la planète en 300 jours, ce qui n'est bien évidemment pas le cas des plus proches. Mais les lunes les plus proches ont un autre défaut. Ces lunes auront été difficiles à observer. Étant relativement peu éloignées de Jupiter pour une partie d'entre elles, la lumière réfléchie par la planète a tendance à éblouir les instruments en rendant ce type d'observation très difficile. Dans tous les cas, les méthodes de détection utilisées ici et l'évolution des instruments de façon plus générale laissent espérer que de telles découvertes deviennent encore plus faciles autour de planètes plus éloignées que Jupiter, comme Saturne, Uranus ou encore Neptune. D'ailleurs, en parlant d'astéroïdes, on allait encore une fois avoir droit à une découverte intéressante de James Webb. Au cours de la calibration de son instrument MIRI, le télescope avait visé l'astéroïde 1998 BC1, observation qui allait se solder par un échec. Webb allait mal viser l'astéroïde et celui-ci n'allait pas être bien positionné dans son champ de vision et allait, en plus, éblouir le télescope. Par contre, cette même observation permit la découverte dans ces données, annoncées il y a quelques jours, d'un astéroïde. D'environ une centaine de mètres, il orbite à approximativement 100 millions de kilomètres de nous, dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Comme je le disais, la découverte a été assez accidentelle, alors que ces données étaient utilisées pour tester une nouvelle méthode de calcul de trajectoire et d'estimation de la taille d'objets de ce type. Si elle n'est donc pas exceptionnelle, loin de là même le télescope étant destiné à découvrir beaucoup d'autres astéroïdes, c'est son contexte accidentel qui méritait, je trouve, de s'y attarder quelques instants. Mais assez parlé, car on a encore un tour à faire du côté du retour sur la Lune et d'un lanceur inspiré de Starship et Neutron.
Tout d'abord, cette semaine, des entraînements à la récupération avaient lieu avec une toute nouvelle capsule dédiée à cette tâche et qui permet de préparer tout doucement les équipes de la NASA et de l'US Navy à Artemis 2, mission qui sera le premier vol habité vers la Lune depuis la fin d'Apollo, même si le retour sur son sol n'aura pas lieu avant Artemis 3. Et justement, là aussi, nous avions droit à de nouvelles actualités, les premières commençant par les avancées de la NASA et Boeing dans le centre de Michoud à la Nouvelle-Orléans. Déjà, l'étage central du SLS d'Artemis 2, qui doit décoller l'année prochaine, est désormais assemblé et recevra bientôt ses 4 moteurs RS-25, ainsi que la section qui les accueillera, et ce avant d'être expédié au Kennedy Space Center en Floride. Bon, revenir sur chaque élément serait un peu trop long et ennuyeux, mais il faut ainsi noter que les SLS d'Artemis 3, mission qui renverra des humains vers la Lune, et d'Artemis 4 sont déjà eux aussi entamés. D'ailleurs, lors d'Artemis 4, le SLS changera de second étage. Alors que pour le moment il utilise le second étage Interim Cryogenic Second Stage, l'ICPS, il devrait être remplacé par l'Exploration Upper Stage. Ce nouveau second étage, plus puissant, permettra d'envoyer des charges utiles plus importantes vers la Lune et, pourquoi pas, si l'avenir le veut, plus loin. Du côté du centre de la NASA de Stennis, dans le Mississippi, c'est l'entreprise Aerojet Rocketdyne qui a aussi énormément de pain sur la planche. Cette dernière commence en effet déjà les essais sur des moteurs RS-25 qui propulseront Artemis 5, alors que les 2 derniers ICPS d'Artemis 2 et 3 sont en cours de fabrication par Boeing et United Launch Alliance, qui exploitaient ces étages légèrement modifiés pour Artemis sur les lanceurs Delta IV. Enfin, du côté de Northrop Grumman, ce sont les boosters d'Artemis 2 et 3 qui sont eux aussi en cours de fabrication et d'assemblage, boosters dont vous voyez ici certains segments. Et la Lune en invité surprise. Et tout ceci m'amène donc déjà au dernier sujet du jour. On apprenait en effet l'intention de l'entreprise japonaise Interstellar Technologies, qui exploite déjà la petite fusée sonde suborbitale Momo, de se lancer dans le marché des lanceurs orbitaux. 2 lanceurs devraient ainsi voir le jour, à savoir d'abord Zero, dont le premier vol devrait avoir lieu dans les prochains mois et qui sera non réutilisable, le tout en utilisant 7 à 9 moteurs. Le second lanceur, baptisé DK, quant à lui, utilisera 36 moteurs sur son premier étage et devrait se poser en étant attrapé par des ailerons fixes à la façon du Super Heavy de SpaceX. La coiffe, elle, sera capable de s'ouvrir et de se fermer à la façon du futur lanceur Neutron de Rocket Lab. Alors que Zero sera large d'1,70 m et haute de 21 mètres, les caractéristiques précises de ces 2 lanceurs, DK ne devant pas voler avant 2030, sont encore assez floues, même si on peut, décemment, espérer quelques tonnes en orbite basse au minimum pour le plus gros, et 2 à 300 kg pour Zero, comparable en taille, même si un peu plus gros, à Electron de Rocket Lab. Et nous voici donc déjà arrivés à la fin de ce petit point actualité. J'espère que vous l'aurez apprécié et si c'est le cas je vous invite à vous abonner ainsi qu'à le liker, commenter et partager. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.